Arles est en deuil, déclara Patrick de Carolis, le maire d'Arles, à l'annonce de la mort de Jean-Marie Magnan, écrivain, poète, essayiste et aficionados arlésien, en juillet 2020, à l'âge de 91 ans. Doté d'une mémoire extraordinaire, c'était de ces hommes généreux en tout, en amitié comme en mots, ainsi qu'en témoignent ses échanges épistolaires avec Jean Cocteau et tant d'autres. La fidélité en amitié était en effet, selon moi, l'une de ses principales qualités humaines. Parmi ses amis, qui ont le plus compté pour lui, on peut citer le photographe Lucien Clergue, autre arlésien de naissance, en compagnie duquel il rencontra en 1956 Picasso et Jean Cocteau. Il leur consacrera plusieurs livres, comme Picasso l'exorciste et Cocteau l'invisible voyant en 1993. Jean Magnan fut très proche de Cocteau durant les 7 dernières années de la vie du merveilleux cinéaste de La Belle et la Bête. À la fin des années 60, Jean-Marie Magnan collabore aux principales revues taurines françaises et espagnoles et écrit plusieurs ouvrages sur la tauromachie, comme Le roman de la corrida en 1999 ou El Cordobés, le 5e calife en 2002. Il collabore également à de nombreux hebdomadaires et journaux littéraires, comme Les Cahiers du Sud. En mars 1968, il s'installe à Paris, où il se lie d'amitié avec Michel Tournier, et il racontera cette amitié partagée dans un livre, Cocteau, Picasso et Tournier, publié en 2001 aux éditions Actes Sud. Plus tard s'ajouteront à la liste de ses grands amis André Gide, François Nourricier et Edmond de Charleroux. J'ai rencontré la première fois Jean-Marie Magnan en 2009, grâce à Jean Cocteau. C'était à Marseille, à l'occasion du 120e anniversaire de la naissance de Cocteau et du 50e anniversaire du testament d'Orphée, au cours d'une manifestation organisée par l'Association des Amis de Jean Cocteau. Je connaissais l'écrivain. J'ai aussitôt été séduit par l'homme, et nous sommes restés étroitement en contact. Puis, en 2012, il a eu la gentillesse de rédiger la préface de mon livre sur Cocteau, Cocteau, fantôme de Marseille, publié aux éditions Autre-temps. Et il m'a donné l'autorisation de reproduire dans mon livre des dessins de Cocteau faisant partie de sa collection personnelle. Cette preuve d'amitié et de confiance m'a beaucoup touché. Je conserverai de lui l'image d'un homme élégant, bienveillant, toujours souriant, le regard pétillant et malicieux, et d'un écrivain à la plume féconde et au style poétique et musical. Claude, son épouse aimante, qui était toujours à ses côtés, a fait graver sur sa tombe, au cimetière d'Arles, cet ultime poème d'Arthur Rimbaud. Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. C'est donc, non sans une certaine émotion, que je vais vous lire cette superbe préface qui a pris aujourd'hui pour moi une valeur considérable. De quelques fantômes de Marseille. Marseille, c'est d'abord pour l'enfant fou de peinture la légende de Botticelli qui peignait notre midi en plein jaune, en plein orange, en plein soufre, selon Van Gogh, venu à Arles sur sa trace avec le projet de poursuivre sa besogne, comme s'il était son fils ou son frère, et, à chaque coup de pinceau, d'opérer sa résurrection.
il caressait l'idée de déambuler en compagnie de Gauguin sur cette canebière où le petit homme qu'on disait si buveur et en démence ne serait plus mort, avachi dans un café. Vêtu comme le disparu, immense chapeau jaune, veston de velours noir et pantalon blanc, gants jaunes, avec une canne de roseau et un grand air méridional, Van Gogh, qui travaillait avec l'entrain d'un Marseillais mangeant de la bouillabaisse, gagne en fiacre découvert et en songe le vieux port où il n'aura guère le temps de se rendre. C'est trop beau pour ne pas y croire et l'y rejoindre. Marseille, ce sera bientôt pour l'enfant amoureux des livres le spectre d'Alexandre Dumas, qui, retour d'une excursion à l'île d'Elbe, où il pilotait un des neveux de Napoléon et venait de découvrir l'îlot de Monte Cristo, aperçoit le château d'If, la forteresse à 3 tours, dans le soleil couchant de l'été 1843. Il ignore encore la force créatrice qui lui fera réunir dans une fabuleuse histoire l'ancienne prison d'État et le gros rocher en pain de sucre appartenant à la Toscane et dont le si romantique nom l'a frappé. Le mensonge d'Alexandre Dumas achève le décor de Marseille, constatera Jean Cocteau dans un article écrit en 1937 pour le journal Ce Soir, dirigé par Aragon. Il vient de s'éveiller à l'hôtel Beauvau, dans la chambre entre colonnes qu'occupait Georges Sand et Chopin quand ils combinaient leur escapade au Baléares. Sorti du rêve par les chevaux du matin et le vacarme du port, il se penche à la fenêtre et rejoint les personnages de cet autre rêve que commande aujourd'hui Alexandre Dumas avec les vapeurs de la promenade, le Dantès, le Mercedes, le Monte Cristo. Comment Cocteau voit-il Marseille pour son article de Ce Soir? Il célèbre le rayonnement obscur des fils de fer du pont transbordeur, semblable à 2 douches d'encre noire, en face du diadème des maisons aux teintes d'ossuaire et des masses plates de la citadelle, les forts Saint-Nicolas et Saint-Jean. Du haut de sa colline, Notre-Dame de la Garde veille. De la chambre que Cocteau occupe, comment oublier que Georges Sand et Chopin s'y aimèrent, les cris des marchandes de moules et l'appel de la promenade au château d'If le précipitent dans le conte de Monte Cristo, dont le mensonge est devenu indispensable au décor. Sous sa fausse moustache, Dantès manœuvre les mécanismes de son effrayante machine à vengeance. Marseille restera, pour sa mythologie, le lieu de l'affranchissement. Dans Opium, journal d'une désintoxication, 1930, il nous relatera cette visite sur un paquebot de la ligne Marseille-Saigon, où les lampes à veilleuse éclairaient plusieurs dortoirs et la drogue y crépitait. Peu après, en 1927, alors qu'il décalque l'invisible et met à profit accident du mystère et faute de calcul céleste pour entrer en contact avec la zone, le no man's land qui s'étend entre la vie et la mort, il entendra descendre des faubourgs du ciel étonnante rumeur, cri d'une autre Marseille. C'est encore à Marseille qu'il découvre Charles Trenet, à ses débuts, un jeune homme de Perpignan qui chante et récite des poèmes dans un petit bar tyrolien, en compagnie de son camarade Johnny S. Il inventait des paroles et des musiques si jeunes, si fraîches, que le bar cédait vite la place à quelques décors agrestes. Les projecteurs devenaient des branches raides de cerisier, le microphone une rose trémière, le piano
une vache. C'est toujours à Marseille que Jean Cocteau assiste à une corrida qu'il évoquera brièvement dans La fin du Potomac. Enthousiasmé par un torero, le chanteur, Octave Célestin, lui jette sa casquette en hommage. Comme le canotier de Maurice Chevalier, présent dans les arènes, cette casquette contribue à son extrême célébrité. Elle est donc fée. Momentanément privée d'elle, la vedette devient invisible. De la corrida du 1er mai 1954, la relation de cette course, par la fulgurance de ses images et la précision de ses annotations, peut passer pour une esquisse. On y annonce l'échange entre les adversaires devenus partenaires, la fusion intime au-delà du conflit entre deux mâles qui se féminisent. Eros tenant tête à Thanatos jusqu'à l'ultime instant. La bête semblait comprendre qu'elle participait à quelque sacrifice, car il lui arrivait, une fois le coup reçu, de s'agenouiller, de perdre toute colère, d'abandonner la lutte, comme si cette fin, couronnée de fanfares, lui promettait des pâturages célestes. Dans le numéro Barbette, paru à la NRF en juillet 1926, Cocteau démontait le mécanisme de l'équilibriste américain qui sautait à pieds joints par-dessus le scandale en ange-femme, en Elora. Il plaît à ceux qui voient en lui la femme, à ceux qui devinent l'homme, et à d'autres dont l'âme est émue par le sexe surnaturel de la beauté. Cet hermaphrodisme ou androgynie de la beauté règne sur l'ensemble de l'œuvre. Il advient toutefois que cette conjugaison du mâle et de la femelle est une même personne. Ce sexe double se révèle un leurre et ne laisse à ses victimes que le souvenir d'un mirage qui se dissipe, d'un fantôme qui disparaît, le fantôme de Marseille. La célèbre voix de tête, un peu rêche et nasillarde, atteignait soudain à la netteté du cuivre. Ses inflexions métalliques, dures et extraordinairement flexibles à la fois, évoquaient le cri strident de la cigale, du grillon, et la trompette, le saxophone de jazz qui touche l'âme. J'ai entendu Jean Cocteau réciter en disque le buste, le théâtre grec, avec cette voix qui voulait être celle d'un mannequin de Chirico. Machine et masque antique. La chevelure perdait de son épaisseur, mais elle dressait encore la fameuse houppe ou huppe. Le casque à aigrette, panache ou plumé, la crête de coq. Courbe et mince, le nez s'élançait en coupe-vent sous le front haut et dégarni, entre les joues longues. La bouche grande et raide, contractée, lui balafrait le visage. Chante par la bouche ouverte de ta blessure. Il vous faisait participer d'autorité à ses travaux et à ses jours, et vous communiquait la certitude qu'il attendait tout de votre aide. Comme l'on se sentait riche, soudain, dépositaire d'un trésor secret, mais tenaillé par la crainte de devoir le rendre et de ne bénéficier que d'un prêt illusoire. Le danger consistait à se croire plus Cocteau que Cocteau lui-même. Lorsque, dans sa quête d'une osmose spirituelle avec votre être trop démuni, il vous déléguait ses pouvoirs. Il faudrait vous le montrer au beau de Provence, en train de filmer son testament d'Orphée.
dans ce dédale de l'éternel présent, Marée, en Oedipe, aveugle, conduit par Antigone, sort des portes de Thèbes reconstruites. Accroché à son bâton, tel un mât dans la tempête, il progresse vers vous, sans regard, comme une statue, et comme une bête blessée que la souffrance illumine et qui perd son sang. Cocteau se détache de la roulotte de camping qui l'accompagne sur les lieux du tournage. Que n'aurais-je donné ce poète pour voir son héros, Oedipe? Il longe le mur derrière lequel le sphinx vole, croise Oedipe sans que ses yeux peints puissent le distinguer. Sa démarche reste souple, légère, tandis qu'il s'éloigne par la route des Baux de cette terre qui, après tout, n'était pas sa patrie. À défaut de l'avoir vécu, vous ne le manquerez pas si vous ouvrez ces livres dont il disait « Ce visage de l'écriture est désormais mon vrai visage ». Et vous aurez cette chance supplémentaire de le suivre dans l'essai de Claude Camus, et peut-être vous heurterez-vous à lui dans les rues chaudes de la vieille ville de Marseille, à laquelle il attribuait sa première évasion de jeune garçon échappé d'une boîte à bachots, et où sa fable devient vérité. Ce dont témoigne la vision du fantôme de Marseille, cerné par un passionné de son œuvre, qui le suit pas à pas dans la cité phocéenne et le ramène parmi nous. Jean-Marie Magnan. Merci et à bientôt.